Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a initié pour la première fois dans notre pays une conférence générale des parquets qui se tient à l'école de maintien de la paix à Lune Blondine Bey, un véritable cadre de concertation 3 jours durant entre les présidents des cours d'appel, les procureurs généraux près les cours d'appel, le médiateur de la République, tous pour évoquer les grands dangers qui minent la quiétude des populations. La grande famille judiciaire malienne ainsi que des participants rwandais, ivoiriens et experts internationaux se sont donné rendez-vous ce lundi 7 novembre pour l'ouverture de la première édition de la conférence générale des parquets sous le thème « Le ministère public face à l'action publique » Amadou Diarra et Baba Keïta. Cette conférence générale des parquets, première du genre dans notre pays, sous la houlette du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, est un espace de rencontre entre les autorités judiciaires et la chancellerie chargée de l'administration de la justice dans un contexte africain et singulièrement malien, frappé de plein fouet par la crise où l'impunité et le sentiment d'insécurité gagnent des proportions inquiétantes. 2 jours et demi durant, les échanges porteront sur les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement de l'institution judiciaire en général et du ministère public, incarnation des procureurs de la République. Oui, dans ces moments troublés, difficiles pour le Mali, pas simplement pour le Mali, mais pour bien des pays d'Afrique et dans le monde d'ailleurs, tout ce qui participe d'un renforcement de l'esprit de l'état de droit, parce que l'état de droit c'est pas simplement des normes et des lois, c'est un état d'esprit, c'est une culture judiciaire et ce renforcement ça passe par des rencontres aussi formidables que celle-là, c'est-à-dire faire se mutualiser les réflexions, les idées, les expériences pour mieux se donner à chacun des outils et des instruments. Pour s'éloigner de ce qui parfois menace, c'est-à-dire le risque de l'arbitraire, le risque de perdre de vue un certain nombre de valeurs communes, le risque de renoncer à ce qui est le fondement de l'action d'un juge, d'un procureur, mais aussi d'ailleurs d'un avocat, c'est-à-dire un engagement éthique, une conscience professionnelle forte. Voilà ce qui parfois manque, pas simplement au Mali, mais dans bien des pays du monde. Et donc cette conférence, et je salue l'initiative du garde des Sceaux, participe de cette consolidation nécessaire au Mali comme ailleurs. L'institution judiciaire doit produire de la paix publique et les meilleures conditions du vivre ensemble et en harmonie. Cette même institution doit également produire de la sécurité sans laquelle il n'y a ni vivre ensemble, ni lien social, ni ordre public qui résulte autant de la loi pénale que de la vigilance permanente et la nécessaire appréciation dont doivent faire montre les magistrats. D'abord, je me réjouis de ce qu'elle a été installée, la conférence générale des parquets. Deuxièmement, je me réjouis de ce qu'il y a une très forte participation de tous les procureurs généraux, de tous les procureurs de la PLIC, des juges de paix à compétences étendues et des officiers et agents de police judiciaire. Troisièmement, je me réjouis également de ce que la coopération internationale ait parfaitement fonctionné par la présence aujourd'hui de 3 représentants de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda elle-même qui devait venir, qui n'a pas pu venir à la dernière minute, de la présence d'une délégation rwandaise également représentée par Mme le procureur général et M. le procureur de la PLIC, par une présence justement de procureurs venant de Côte d'Ivoire, le procureur de la PLIC d'Abidjan, près le tribunal de grande instance est là, et par la présence également d'experts renommés, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme, que ce soit en matière de lutte contre la dissipation financière, que ce soit en matière de lutte contre la criminalité de manière générale. L'objectif recherché dans le cadre de cette conférence générale, c'est d'une part d'avoir un contact avec les procureurs, d'autre part d'avoir un échange avec eux dans la perspective de la fixation de la politique pénale dans le cadre de l'action publique. Rappeler le rôle et la mission du procureur de la PLIC, des procureurs généraux dans un contexte de plus en plus difficile, marqué par la crise d'une part, marqué par le terrorisme d'autre part, et marqué également par l'accroissement de tout ce qui concerne le détournement des biens publics, des finances de l'État qui souffrent aujourd'hui. Voilà les objectifs que nous sommes fixés, et durant 3 jours donc, les uns et les autres vont avoir donc des échanges et des contacts et des discussions avec eux qui nous permettent aujourd'hui de bâtir davantage notre politique en tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux.
La police judiciaire est un élément majeur du dispositif assurant paix et sécurité à nos concitoyens. Ses membres policiers, gendarmes, gardes méritent respect et encouragement pour le travail qu'ils accomplissent dans des conditions très difficiles, trop souvent au risque de leur vie. Le garde des Sceaux, Maître Konaté, se prononce sur l'attaque de Banamba et la condamne avec la dernière rigueur. Mais à Banamba, cette nuit, il y a eu une attaque terroriste très malheureuse qui a permis donc à ces terroristes d'attaquer la prison, de libérer 21 personnes. Et visiblement, parmi les 21 personnes, il y en avait 23 il y a une semaine. Heureusement que nous avons eu la jugeote de déplacer les 2 personnes qui étaient donc des terroristes dangereux à la prison de Banamba, qu'on a dû déplacer à Koulikoro. Sans doute qu'ils étaient à la recherche de ces 2 personnes-là, mais il se trouve que nous avions pris des dispositions déjà pour les déplacer. Ça va être de plus en plus des attaques de cette nature et de ce genre. Et c'est pour ça qu'on renforce également la sécurité au sein des prisons, mais à l'extérieur des prisons. Et nous sommes en train aujourd'hui de finaliser les études de réflexion pour la mise en place d'une brigade d'intervention rapide et d'action au niveau des prisons du Mali. La justice est l'affaire quotidienne de millions de nos concitoyens, surtout des plus vulnérables, des plus précaires, ceux qui sont parfois les moins insérés. Il est donc primordial que la justice soit de plus en plus ouverte sur la société. L'initiative de la création d'un observatoire national de la justice participe de cette dynamique. C'est une mobilisation exceptionnelle que l'Alliance UDD, CODEM, APM Maliko, APR a reçue lors du lancement de sa campagne en commune 4 du district de Bamako pour les élections communales du 20 novembre prochain. C'était le samedi dernier au foyer des jeunes de Lafiabou. Amadou Kamara pour le commentaire. Cette cérémonie de lancement de sa campagne pour les prochaines élections communales du 20 novembre 2016 a été une occasion pour cette alliance de donner un grand coup médiatique liant l'utile à l'agréable. En effet, les responsables militants et militantes des différentes formations politiques sont venus massivement pour donner vie à cette opération de démonstration de force sans t-shirt ou tout autre moyen pour mobiliser une telle foule des grands jours. À en croire les responsables de cette alliance, l'objectif est d'avoir la majorité des conseillers municipaux à la mairie de la commune 4 du district de Bamako pour une gestion équitable des affaires de la mairie. En tout cas, la fièvre électorale monte puisque les militants ont sorti la grande artillerie à travers ces lancements tonitruants de leur campagne pour ces élections de proximité. En réalité, les 12 jours qui restent avant le dimanche 20 novembre 2016, chaque candidat devra faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour convaincre les électeurs. Dans quelques heures, le monde entier connaîtra le nom du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Les Américains étaient appelés aux urnes ce mardi 8 novembre pour choisir entre les démocrates représentés par Hillary Clinton et le camp des républicains de Donald Trump qui a suscité tant de controverses au cours de cette campagne inédite. Amadou Diarra. À moins de 5 heures de l'ouverture officielle des bureaux de vote, Hillary Clinton et Donald Trump ont achevé une très longue campagne électorale. Désormais, les 225 millions d'électeurs doivent faire leur choix. Les électeurs américains se sont rendus aux urnes ce mardi pour désigner le 45e président du pays au terme d'une campagne déroutante, d'une violence sans précédent et dont l'issue demeure incertaine. Pour accéder à la Maison-Blanche et succéder à Barack Obama, il faudra en réunir 270 swing states au moins. Parmi ceux qui feront la différence donc figurent en premier lieu la Floride et ses 29 grands électeurs. Suivent l'Ohio, 18, la Georgie 16, la Caroline du Nord 15, la Virginie 13, l'Arizona 11, le Colorado 9, l'Iowa 6, le Nevada 6 et le New Hampshire 4. Alors que Donald Trump avait réduit l'écart dans les intentions de vote la semaine dernière, profitant d'un nouveau rebondissement dans l'affaire des courriels qui a plombé toute l'année la campagne d'Hillary Clinton, cette dernière semble être la mieux placée pour l'emporter à en croire les ultimes sondages. Désormais, les deux candidats ne peuvent plus rien. Leur sort est entre les mains des Américains. On devrait savoir ce mercredi 9 novembre aux alentours de 4 heures du matin le nom du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Ouverture officielle de la COP22 ce lundi 7 novembre à Marrakech au Maroc. C'est une conférence annuelle lors de laquelle les négociateurs analysent les avancées de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et prennent des décisions pour l'atteinte des objectifs assignés. Commentaire Khadija Kiti.
La 22e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP22, s'est ouverte ce lundi à Marrakech, un moment historique pour le climat, mais qui n'était qu'un coup d'envoi. Dès cette année, à Marrakech, il va falloir trouver des moyens d'atteindre l'objectif fixé dans l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique mondial. Déjà, cette grande rencontre s'est ouverte sur une bonne nouvelle. L'accord de Paris est entré en vigueur ce vendredi après sa ratification par 93 États représentant plus de 67,5% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Les négociateurs ne seront toutefois pas au chômage technique. Il reste de nombreux points à trancher dans l'application de cet accord. Les règles de transparence concernant les informations que les pays devront fournir sur leur démarche pour limiter leurs émissions. Parallèlement, le financement de l'adaptation au changement climatique et la progression des aides financières seront au cœur de cette COP de l'Afrique, continent le plus touché par les effets du changement climatique. Sur les 100 milliards de dollars prévus chaque année d'ici 2020, 67 milliards ont déjà été promis par différents États et banques multilatérales, mais les pays les plus pauvres qui manquent de ressources et d'expertise pour se protéger de manière adéquate des impacts dévastateurs espèrent de nouvelles ressources. Les États ne devront donc pas se cacher derrière un bel accord encadré dans leur ministère, mais prendre leurs responsabilités. L'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, c'est en bref et en images avec Kadi Diakité. Le président centrafricain en visite officielle à Abidjan depuis ce lundi, une visite de plusieurs intérêts, demander le soutien de la Côte d'Ivoire dans les démarches à venir de reconstruction de la Centrafrique, mais aussi s'inspirer de la situation passée du pays. La RCA est empêtrée dans une sanglante crise depuis la chute de l'ancien président François Bozizé, chassé en 2013 par l'ex-rébellion Séléka. Le départ des troupes françaises de l'opération Sangaris laisse le pays entre les mains de la MINUSCA, accusée d'inaction par les Centrafricains. Les violences entre chrétiens et musulmans, parfois extrêmes, ont doublé en intensité il y a peu. Le retour à la paix ne peut venir que d'investissements dans la reconstruction des infrastructures, des crédits aux paysans et de l'aide par les écoles et pour réhabiliter les points d'eau dans un pays sous-développé, selon le président Taoudera. Pour cela, il compte sur l'appui de la Banque africaine de développement et de la conférence des bailleurs de fonds prévue le 29 novembre prochain à Bruxelles. Après les enseignants, les fonctionnaires sont en grève en Côte d'Ivoire. Les grévistes protestent contre une réforme intervenue en 2012, mais dont les premiers effets se font véritablement sentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi. Cette réforme fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les grades les plus élevés. Les cotisations augmentent de 6 à 8,33% du salaire, alors que les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Il s'agit d'une grève d'avertissement de 3 jours qui va se durcir si les revendications ne sont pas satisfaites, selon le président de la plateforme des organisations professionnelles de secteur public regroupant 50 syndicats de la fonction publique. Près de 3 semaines après l'accident ferroviaire qui a fait 79 morts et près de 600 blessés fin octobre au Cameroun, 28 victimes ont porté plainte contre les dirigeants de la compagnie Camrail, propriété du groupe français Bolloré, pour défaillance et négligence. Les familles envisagent aussi de porter plainte contre l'État du Cameroun, représenté par le ministre des Transports sur le plan administratif. Une information judiciaire devrait être ouverte à la suite d'une enquête et ce n'est qu'au terme de ces procédures que le parquet DCK dira si un procès aura lieu ou pas. L'annonce de cette plainte survient alors que Camrail a annoncé lundi une première enveloppe de 1 500 000 francs CFA par victime pour les indemniser de l'accident de train. Elle précise que 45 familles se sont déjà manifestées et ont à ce jour perçu cette aide. L'association Djigiseme pour le développement de Bankoni Djankinebougou a offert au centre de santé Chérifla un important don composé de médicaments d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'était ce samedi 5 novembre au centre de santé Chérifla, Tata Touré et Baba Keita.
L'association Djigisseme a procédé le samedi dernier à la remise d'un don de médicaments d'une valeur de 4 millions de francs CFA au centre de santé Chérifla de Bangoni Djangnebougou. À cette cérémonie, le guide s'est fait représenter par son fils Ibrahim Haïdara. Cette association vient de prouver par cette bonne action qu'elle œuvre pour l'accès des soins de qualité au peuple malien. Toutes choses qui rentrent dans le cadre du développement des systèmes sanitaires dans notre pays. Donc l'objectif de notre visite aujourd'hui à Chérifla, c'est dans le cadre d'un don en médicaments. Donc nous avons constaté que l'hôpital de Haïdara a besoin d'aide. Donc on a jugé nécessaire ensemble de voir comment on peut aider l'hôpital Chérifla. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce don en médicaments. Constater que c'est un hôpital qui est là dans l'humanitaire. Le quartier Bangouni, c'est un quartier qui a besoin d'aide, qui a beaucoup, je ne veux pas dire des pauvres, mais il y a des démunis. Donc on a jugé nécessaire qu'il faut aider les pauvres. Donc l'hôpital Haïdara est là dans ce cadre-là. L'hôpital Haïdara est là pour aider les pauvres. Donc c'est pour cela qu'on a jugé nécessaire que ça soit dans l'hôpital Haïdara. Le directeur de l'hôpital a exprimé sa joie en donnant l'assurance que beaucoup des malades vont pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles à travers cette donation. Cette donation a été rendue possible grâce à la générosité de Abba Sempara, qui n'en est pas à sa première fois. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla TV. À très bientôt.